Salut à tous, c'est Bismart, on est reparti. Encore une heure de discussion sur l'actualité économique du moment, la dernière de la semaine en ce qui me concerne. Et puis Aurélie Planex sera là demain. Donc on va faire un petit peu la voiture balai de l'actualité quand même chargée. Entre toujours les retraites, il y a le projet de loi immigration qui a été présenté en Conseil des ministres hier. Il y a l'ensemble des indicateurs macroéconomiques qui se sont redressés de manière surprenante. Tiens, on a un bon chiffre sur les dépenses publiques aussi. On a une cagnotte. 20 milliards d'euros de cagnotte sur les dépenses publiques. Non, ne hurlez pas. Non, c'est pas une cagnotte. On plaisante. Et puis quelques chiffres. On reparlera de Tesla. Voilà. Allez, c'est parti. Non, il y a quand même un chiffre qui m'intéresse vachement, puis j'ai le gars pour en parler. C'est quand même là, le 1er février. Ça y est, officiellement, en fait, les Uber sont plus chers que les taxis. T'as vu ça, mon cher Aziz ? Je vais te donner ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Nicolas Doucerin donc est avec nous. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Fondateur de Valumen. Aziz Seni. Salut Aziz. Quartier d'affaires. Et Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Netinvestissement.fr. Voilà. Toujours. Encore et autour. Oui, mais comme tu n'es plus indépendant maintenant, je me dis à un moment, peut-être qu'ils vont te dire que tu vas, c'est très surfait, tu vas changer. L'important, c'est l'aventure humaine, Stéphane. Oui, voilà. En football, ils disent le projet sportif. Voilà, là, c'est l'architecture. Là, aujourd'hui, c'est plus l'indépendance, c'est l'architecture ouverte. L'architecture ouverte. Mon métier, c'est le grand sujet. Bon, oui, j'ai mis ça, syndicat le retour, parce que je me disais, tiens, c'est le truc enfin, je sais pas, moi en tout cas, c'est le truc qui m'a intéressé, je dois dire. Je vais être très franc avec vous, je pensais qu'on était plus capable de manifester en France. Je pensais que c'était plus possible, parce que tout le monde parle des Gilets jaunes, mais avant les Gilets jaunes, il y avait eu le Barnum El Khomri, où ça s'était aussi très très mal passé. Et donc je me disais, voilà, le pays est plus capable de manifester. Je ne sais pas à qui la faute, peu importe. Et là, quand même, au-delà de... c'est les manifs à l'ancienne, quoi. République-Nation, les gros ballons des syndicats. Parce qu'elles sont organisées, quoi. Personne, je sais pas à quoi c'est dû. Mais bref, ce retour des syndicats, est-ce que ça vous intéresse ? On disait qu'ils étaient morts, fini. Après les Gilets jaunes, on n'en entend plus parler. Ils ont été débordés. Il y avait eu la grève SNCF à Noël, souvenez-vous, grève des contrôleurs. Les syndicats sont débordés. Les syndicats n'ont plus voix au chapitre. Bim, quand il s'agit à un moment d'organiser les choses, visiblement, ils savent faire. Oui, alors il y a quand même le foyer qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a un sujet quand même particulièrement sensible, c'est quand même les retraites. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne voyait plus beaucoup nos syndicats depuis quelques années, mais là, dès que tu remets le sujet des retraites sur le devant de la scène, ça touche tout le monde, et là, tu remobilises quelques troupes, et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir aujourd'hui. Oui, mais dans le calme, me dis pas que les Gilets jaunes, ça mobilisait pas l'ensemble du pays, tu vois. Ils ont une capacité à mobiliser dans le calme, qu'on le veuille ou non. Oui, ils ont... C'est pas la même typologie de mobilisation. Non. Je comprends ce que dit Nicolas. C'est que quand on parle de retraite, typiquement, on parle de durée de travail, c'est des vieux thèmes qui sont traités par nos vieux systèmes syndicaux. Ouais. Donc, c'est des mécaniques qui connaissent bien. Ils se mettent d'accord entre eux. Là, en plus, cette fois-ci, ils ont été assez d'accord entre eux. Ouais, ils ont réussi à se mettre d'accord entre eux. C'est très important. Grève. Parce que moi, je trouve que... D'abord, je me dis, est-ce que c'est bien ou pas bien ? Ça s'est bien passé. Moi, je m'attendais à une multitude de grèves derrière, un peu sporadiques à droite à gauche, après chaque journée, tu vois. Et finalement, non. On a eu la grosse journée, le grand rendez-vous, tu vois, le grand soir, c'est la lutte finale, et puis le lendemain, tout reprend un peu normal. Et en fait, tu te rends compte que quand c'est organisé, et quand c'est un peu à l'ancienne, sur le modèle qu'ils maîtrisent, là, ça leur échappe pas. Les Gilets jaunes, c'est très particulier. Oui, là, c'est la rue. C'est la rue, et c'est toute la rue, du petit retraité jusqu'au casseur. Ça aurait pu être la rue, mon vieux. Ça aurait pu être la même chose. Non, parce que je suis pas sûr, Stéphane, que le sujet de la retraite soit un sujet aussi tranché qu'on ne le croit. On nous dit, voilà, 66% des Français pensent que l'action doit continuer, 65% des Français sont contre ça, etc., etc., et 60% des Français savent que ça va passer quand même. Donc, il y a toute une frange de la population, tu les mettras pas dans la rue pour ça. Ah, oui. Ceux qui y sont allés pour l'essence, qui y sont allés pour tout ça, les petits retraités, etc., qui a créé finalement... Parce que les gros bataillons de Ménif, c'est ce que on appelle la France périphérique quand même. Oui. C'est là où ça s'est passé. Oui, mais c'était aussi les Gilets jaunes, tu vois ce que je veux dire. C'est les villes moyennes où la bagnole est indispensable et où tu retrouvais des villes de 10, 20 000 personnes où tu avais 40 000 manifestants quand même. C'est un truc de dingue. La différence, c'est que c'est organisé
les grandes grèves qu'on vient de vivre là, elles sont parfaitement organisées. Les Gilets jaunes, le problème, c'est que ça partait, tout le monde voulait être le porte-parole des Gilets jaunes, ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas... On voyait qu'il y avait beaucoup, finalement, d'amateurisme, parce que ça venait de toutes parts. C'est la grosse différence quand même par rapport à ces... Vas-y. Pour moi, c'est pas les syndicats qui sont mobilisateurs, c'est le sujet. Et c'est un que petit disait Stéphane, peu différent. Je vous trouve sévère. Donc, ils mettent en œuvre ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire organiser aussi des manifestations. Mais il y a une particularité sur cette manifestation, c'est que c'est une transversale. C'est tous les syndicats qui sont autour de la table et qui réfléchissent ensemble pour que ça se passe bien. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce sont des institutionnels. Les syndicats, les partenaires sociaux, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien. Ils sont organisés, ils sont structurés et c'est leur image. Enfin, le troisième point, il y a quand même un chiffre qu'on ne regarde pas, c'est combien de divisions. Le chiffre des adhérents des syndicats, et d'ailleurs plus largement, c'est une question de l'engagement français au sens large, les ONG, les associations, les partis politiques, etc. On a un chiffre d'adhérents qui chute. Donc ce n'est pas une mobilisation de l'organisation, mais une mobilisation sur un sujet par les organisations. C'est un peu différent. Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet, Stéphane, qui, normalement... Si tu le compares à la hausse de l'essence, qui a été quand même l'élément déclencheur des Gilets jaunes, on sait après que ça a dérapé complet, que ça a échappé à des gens qui venaient de très bonne foi au départ. Très clairement, le petit retraité, qui n'avait plus envie de payer autant, c'est eux qui ont commencé à soulever le truc. Là, on est sur un sujet qui est déterminant, la retraite, théoriquement, pour nos enfants, pour tout, qui devrait normalement... pour nous, surtout, d'abord. Pour nous, moi, je suis chef d'entreprise, donc de toute façon, je vais te dire, nous... quoi on est de loin, quand même. Tu cotises pas, toi? Si, mais vu ce qu'on cotise... Je suis mandataire social, moi, donc je cotise beaucoup pour avoir très peu. C'est vrai. Je le fais moi-même, mais ça, c'est un autre sujet. À 23 ans, je me suis dit, je compte pas sur le système pour ma retraite. J'ai monté ma fait un première PER. boîte là-dessus. Des investissements, etc., etc. Je compte pas sur le système, mais c'est utopique. Et quand j'entends certains politiques dire à notre jeunesse, vous aurez votre retraite, mais c'est l'orchestre symphonique de Vienne. Hein. Ils l'auront. Dans quel état? Oui, ça va. ils Ils en auront. Mais quel rapport avec l'orchestre symphonique de Vienne? Mais du pipeau, de la flûte. Ah je ne pigeais pas le truc. Pour moi, c'est la valse, l'orchestre symphonique. Tu vois. Merci Stéphane. Il y en a un qui me comprend dans cette Bon. Je finis juste, en fait, normalement, sur ce sujet-là, il devrait y avoir la moitié de la France dans l'absolu. En vrai, là, si vraiment, c'est quand même quelque chose d'assez violent. Je me mets à la place de gens qui apprennent qu'ils vont travailler 2 ans de plus. Ça me dit pas que c'est violent de travailler 2 ans de plus. Enfin, faut être sérieux, je ne partage pas du tout l'idée qu'il fallait arranger la durée du travail. Violent. Mais c'est violent. Enfin, tout est violent de toute façon. Je veux bien que tu sois contre, mais c'est pas violent. Là, c'est parce que c'est plus objectif autour de cette table sur ce sujet. Je l'ai dit 10 fois. Génération 65, nous sommes les plus concernés. On nous rajoute 5 trimestres par rapport à l'accélération de la réforme Touraine. Donc, mais c'est pas violent. Ça dépend c'est sur ennuyeux. quel poste, quand même. Violent. Ça quand même, ça dépend violent sur quel poste. Non mais globalement, Aziz, je suis parfaitement d'accord avec Stéphane. Faire 4 ans de guerre mondiale, c'est violent. 4 ans de ta vie, c'est violent. Rajouter 2 ans... Non mais c'est vrai, il faut... On a des images là, donc on a l'orchestre de Vienne. En gros, tu préfères travailler 2 ans de plus ou aller en Ukraine? Vas-y. Je veux dire, tu préfères, comme disent les mômes, tu sais. C'est une question de curseur. Index senior. Le projet prévoit, j'étais passé au travers, mais ça se durcit un tout petit peu, création d'un index pour les entreprises de plus de 300 salariés, avec des sanctions en cas de non-publication. Attention, et c'est là où d'ailleurs le truc va se jouer avec certains députés Renaissance, c'est que, et aussi certains députés LR qui l'ont ça, là, sont un peu à contre-emploi, mais on sait la vie. Pour l'instant, le projet de loi ne prévoit pas de sanctions si vous ne respectez pas dans votre entreprise une proportion de seniors qui reste à définir. Il ne prévoit des sanctions que si tu ne publies pas l'index senior, et donc c'est la méthode du name and shame, et on estime que ça suffira en fait de voir les entreprises qui traitent mal leurs seniors, de publier le classement, un peu comme ça se fait d'ailleurs pour l'égalité homme-femme, publier les classements sera suffisant pour que les entreprises fassent des efforts, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux. Voilà, en tout cas, c'est bien. Je n'ai pas eu le temps de fouiner jusqu'au bout parce que non, mais tu as un avis, index senior, pas index senior. J'ai un avis sur l'emploi global des seniors et qui devient presque une obligation. Voilà, moi, je continue à dire, mais c'est mon réflexe toujours à la française. Et surtout dans ton métier, en plus, l'expérience est importante, non? Bah oui, donc c'est l'exemple très bête. Tu sais, moi, je suis le chef d'entreprise, donc j'essaie d'avoir des trucs très pragmatiques sur les plateaux. C'est dans mon métier à moi, qu'on est des jeunes ou des plus âgés, il y aura chacun son utilité. Ouais. Voilà, et c'est comme ça aussi que le métier va se transformer, parce que nous, on va devenir des vieux un jour, mais qui seront nés avec le digital. Tu vois, ça va être drôle.
Donc on sera des vieux start-upers, ça va être très drôle. En revanche, moi j'ai une grande sœur qui travaille pour le groupe Oxylane chez Decathlon, et c'est un sujet depuis 25 ans par le fondateur de Decathlon, de qu'est-ce que tu fais de tes salariés de Decathlon à fond la forme, qui sont quasiment normalement que des jeunes dans le sport, qui accompagnent le développement d'une image de sport. Et quand tes mecs, ils arrivent à mon âge, entre 45 et 50, tu vois, la barre, machin, il y a des c'est un secteurs, peu moins à fond la forme. le surf shop, la planche à voile et tout, les mecs, ils peuvent plus. Alors le golf, évidemment. Tu vois, et donc des vrais sujets comme ça, moi j'ai entendu très souvent ma sœur dire, on doit avoir une vraie politique sociale. Ça s'appelle gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Tout à fait, mais c'est extrêmement compliqué, parce que même le mec qui commence à avoir 50, passer sa journée avec des mecs de 25 ou 30 ans, tu vois, autour de ces thématiques, une fois de plus, on va lister. Alors, est-ce que ça veut dire que Decathlon n'a pas forcément bien... Enfin, une espèce de name bashing, parce qu'il a peut-être pas bien fait son travail sur les seniors. En revanche, est-ce qu'il a un secteur d'activité où là, on devrait lui imposer à lui les mêmes règles qu'avec net investissement, où on peut avoir des gens appelés sans problème. Je comprends. Mais encore une fois, si les grands groupes ont des difficultés à valoriser ces compétences qui sont très précieuses... C'est pas les grands groupes le sujet. Quand tu parles de Decathlon... Oui, Decathlon, mais c'est bien spécifique. Et tu fais de la gestion prévisionnelle... Mais le sujet, c'est pas les grands groupes. Orange, ils gardent leurs seniors, Société Générale, machin... Sur les plus de 300 salariés, un dispositif qui existe, qui s'appelle le mécénat de compétences, qui permet d'avoir un crédit d'impôt de 60% sur salaire plus charge, et de mettre en place des programmes pour aider des TPE et des PME qui n'ont pas les moyens de se payer ces compétences-là. Donc, pour une deuxième vie professionnelle, on va le schématiser, on pourrait très bien prendre dans ces grands groupes ou dans ces grandes entreprises, en tout cas celles qui sont concernées, ces seniors et aller les valoriser parce qu'ils ont quelque chose de réel à apporter à la croissance des entreprises existantes qui, encore une fois, n'ont pas les moyens de se les payer. Compliqué à organiser. Il se trouve que je travaille là-dessus. Compliqué à organiser. Nous, sur quartier d'affaires, c'est notre axe. Aller chercher des compétences, et en particulier celles-là, pour les mettre à disposition des entreprises qui sont installées dans les QPV. Et donc, tu vas voir les grosses boîtes, tu vas voir les assurances, les banques... Les assurances, les banques, ceux qui ont vraiment des wagons de seniors. Les gros cabinets d'audit, et tous ceux qui ont une problématique RH sur ce sujet et qui veulent la valoriser à travers une action RSE, impact social, etc. Mais c'est très très bien que tu en parles, parce qu'en fait, il faut que ça vienne du chef d'entreprise qui a besoin de ce mécénat de compétences. C'est beaucoup plus compliqué dans l'autre sens que d'aller démarcher des boîtes en leur disant j'ai un bon comptable pour vous si vous voulez, j'ai un DAF qui peut venir bosser 5 heures par semaine, enfin tu vois, voilà. Tu as parfaitement raison, il y a une demande latente qu'il faut aller faire émerger et expliquer au chef d'entreprise qui n'a pas l'habitude, parce qu'il est tout seul dans son coin, il n'a jamais eu généralement besoin de personne, lui expliquer qu'il y a une valeur ajoutée qui peut arriver par là. Exactement. Et donc, en mode consultance, de 2 jours à 2 ans, tu peux avoir un senior en informatique dans tous les domaines pour accélérer et structurer ton entreprise et accélérer ta croissance. Mais il y a 2 éléments intéressants, vous venez de le démontrer. C'est que d'abord, une règle ne peut pas s'appliquer à toutes les entreprises. On parle de Decathlon, tu pourrais parler de petits artisans qui sont des métiers très manuels où c'est quand même très compliqué de bosser jusqu'à 60 ans, 64 ans quand tu dois porter de lourdes charges, et tu vois bien que tu ne peux pas appliquer une législation de manière stricte à toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité. Oui, mais ce sera peut-être en mode, parce que c'est l'image qui me vient, j'en suis désolé, en même temps je suis senior donc j'ai le droit, ça va peut-être être en mode Nutri-Score, quoi, tu vois. Peut-être, mais en fonction des secteurs d'activité. Tu connais le... Tu auras le droit d'être plus ou moins gras, quoi, tu vois. Tu connais le problème de la segmentation. Déjà, tu lis le texte, c'est toutes les entreprises de plus de 300 salariés. Tu connais, on s'arrête à 299, on en crée une deuxième, etc. Moi, en l'occurrence, dans mon métier, au moins, j'aurai de bons scores, parce que dans le management de transition, nous aimons les seniors, nous les récupérons, nous les plaçons et on utilise leurs compétences. Donc, tu vois, de ce point de vue-là, on aura de bonnes notes. Mais même, on avait raconté la dernière fois que ça se rajeunissait à fond ton métier. Mais repartons là-dessus, mais ça se rajeunit à fond ton métier. Ça se rajeunit énormément, mais n'empêche qu'on utilise ses compétences. Le grand combat d'Aziz, le projet de loi immigration présenté en Conseil des ministres. Oui, non, juste je rajoute parce que tu as quand même la hausse de 15% des prix réglementés de l'électricité qui arrive là. Donc, dans l'ambiance générale, ça va. Non, un chiffre, c'est juste un chiffre, parce qu'on n'aura pas le temps de le commenter. Donc, la Commission de régulation de l'énergie dit que la hausse aurait dû être de 108% hors taxe. 108% hors taxe pour l'électricité, si on avait suivi le marché. Il fallait acheter de l'action Tesla il y a 6 semaines pour financer. Donc,
Je ne dis pas le prix de la baguette. La baguette. Là aussi, tu es sur un climat, en fait, t'es sur un climat compliqué pour l'immigration de travail parce que les dernières données officielles font état d'une forte hausse des titres de séjour délivrés en 2022. Forte progression notamment de l'immigration de travail, c'est plus 45% en 2022. Et donc le projet du gouvernement, mais ça va être compliqué parce que LR là est furieusement contre et la gauche n'a pas l'intention d'aider le gouvernement, c'est de faciliter la régularisation des travailleurs sans papier présents sur le territoire, avec un titre de séjour d'1 an pour les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, dès lors qu'ils présentent 8 fiches de paie et 3 ans de présence en France. Pour les personnes qui étaient en situation irrégulière. Ah mais oui mon vieux, ça c'est, tu sais, Donc, c'est le paradoxe. Exceptionnel. Ah, mais c'est le J'adore. paradoxe merveilleux. Aujourd'hui, le système, il est appuyé sur une réforme qui est dite réforme Valls. Alors, je ne sais plus combien de fiches de paie tu dois présenter, c'est un peu plus que 8. J'ai 20 ans d'entrepreneuriat et je ne sais pas comment on fait un fiche de paye à un sans-papier. Ouais, ça, j'aimerais Ah ben alors là, tu vas voir dans le bâtiment, il n'y a aucun problème. Aucun problème. C'est toute l'ambiguïté merveilleuse, non seulement, et c'est là aussi où ça va être un peu plus simple parce que ça va sortir le chef d'entreprise du système. Parce que pour l'instant, le chef d'entreprise est encore dans le système. Non seulement tu peux faire la fiche de paye, il n'y a aucun problème, personne, l'URSSAF va prélever, tout le monde va prélever, mais il faut même que, puisqu'il va devoir prouver, là c'est 3 ans, aujourd'hui c'est 5 ans, c'est 5 ans de présence en France, il faut que le sans-papier paye ses impôts, fasse ses déclarations de revenus. Ces déclarations de revenus vont être traitées par l'administration fiscale. On va lui envoyer des impôts à payer. Il va payer ses impôts. Et pourtant, il peut être foutu dehors du jour au lendemain. Mais oui, mon ami. Ah non, tu le sais, ça, quand même, Aziz. Je t'assure que je ne le savais pas, non. Je ne le savais pas, je découvre des trucs Alors, sur ce plateau. Merci, Stéphane. Un autre exemple Pour moi, parallèle, c'est la prostitution. Voilà, c'est exactement la même chose. Mais là, il y a moins de fiches de paye, quand même. Il y a moins de globalement. fiches de paye, mais il y a des revenus déclarés. Comment tu crées un numéro de sécu ? Comment tu crées un numéro de sécu sans papier ? Mais tu le crées. Mais aucun problème. Avec quoi comme papier ? Tu justifies quoi pour ton identité ? Parce que quand tu fais une déclaration d'embauche... Mais tu as tes papiers à toi. Tu as tes papiers, tes sans-papiers. Quand on dit sans-papiers, c'est sans-papiers, sans titre de séjour. Titre de séjour. Légaux. L'URSSAF et la directe réclament les documents. Mais tu as ton papier, Aziz Seni, né je sais pas où au Maroc, tu as un passeport marocain et aucun problème. Ils demandent le titre de séjour. Non. Mais bien sûr que non. C'est comme ça que ça marche dans la restauration, le bâtiment, enfin, évidemment. on a énormément. Hein. C'est pour ça qu'ils nous volent nos emplois. Non, mais je dis pas ça. Je précise à ceux qui nous écoutent en podcast qu'évidemment c'est caustique ce que dit évidemment. Stéphane. Non, ça va aller dans le. Je suis sidéré que tu saches pas ça. Mais je suis sidéré surtout que ça existe, ça. Je suis sidéré qu'on puisse faire travailler. Mais ça existe massivement. Mais ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans cette situation aujourd'hui. Mais bien sûr, avec des fiches de paye. Je connaissais excuse-moi, de là où je viens, je connaissais le clandestin avec des fausses fiches de paye. Pas avec des vraies fiches de paye. Je connaissais le clandestin qui malheureusement cherche à avoir ses papiers et demande à ses employeurs, des fois sur X secteurs, de l'aider à avoir ses papiers. Mais je ne savais pas que l'URSSAF était complice de cette histoire, le fisc, l'État. Tu as le cas le plus courant. C'est une demande de réfugié politique. Donc, une demande de réfugié politique, le temps qu'elle soit instruite, ça peut durer 1 an, l'OFPRA, ou je ne sais plus comment s'appelle l'organisme qui s'occupe de ça aujourd'hui en France, te délivre un titre de séjour provisoire. Ce titre de séjour provisoire, il va te permettre très très facilement... Alors, a priori, tu n'as pas le droit de travailler avec ce titre de séjour provisoire, mais néanmoins... Personne ne va t'empêcher de travailler et tu auras l'ensemble du système. Pour le coup, Stéphane, je suis sûr d'être représentatif de tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous écoutent en se disant mais l'État ne peut pas être complice de ça. Enfin, il fabrique le système, il l'entretient. Mais c'est tout le sujet. Attends, je vais aller plus loin en faisant mon humaniste. Tu te fais soigner en plus avec la CMU, l'ensemble des systèmes. Comment s'appelle Enfin bref, tu as l'ensemble des systèmes sociaux. Sont quand même pas trop mal faits, ça fonctionne. Et donc, tu peux te faire soigner si tu n'as pas de papier. Et tu peux aussi cotiser, heureusement d'ailleurs, tu vois, si tu n'as pas de papier. Donc l'un dans l'autre, contrairement à tout ce qu'on raconte, il n'est pas du tout sûr que l'aide médicale apportée aux sans-papiers soit déficitaire. Vous saviez tout ça, sans doute qu'ils cotisent plus qu'ils ne... C'est toute la bataille du RN. C'est un vrai sujet sur lequel je me permettais d'être ironique il y a 2 secondes, parce que c'est tout un sujet qui est donc une hypocrisie complète. Une hypocrisie, mais qui fait tenir le système. Et où là, je trouve que les LR sont un peu malhonnêtes sur ce sujet. Mais enfin, Aziz, tu as bien vu
ce qui s'est passé autour des travaux des Jeux Olympiques. Oui, Après qu'on a donc donné des leçons au Qatar, on découvre que, évidemment, parce que c'est d'abord dans le bâtiment l'ensemble des sociétés de sous-traitance emploient régulièrement des sans-papiers. il y a une chose qui est de faire travailler un sans-papier et c'est illégal, et puis il y en a une autre de lui délivrer des documents officiels, type fiche de paye, et je librement trompe. Le chef d'entreprise ne sait pas qu'il est sans-papier. Pas du tout. Dans l'absolu, il n'a pas à le savoir. Dans l'absolu, il n'a pas à le savoir. Ça n'a rien à voir. Et donc tout le monde ferme les yeux. En fait, il y a une forme de complicité parce qu'on sait très bien qu'on manque cruellement de manœuvre et on laisse tant que ça ramène des charges et des L'hypocrisie, elle impôts. va très loin parce que ça dépend de Bien sûr. sans-papier et sans-papier. Oui. Le sans-papier polonais zone européenne, tu as le sans-papier sénégalais qui n'est pas zone européenne. Bon, alors il se trouve, je vais non, mais c'est vachement intéressant. Et puis, ton étonnement me fait penser qu'effectivement, parce que je crois que tu es parfaitement représenté. Voilà, t'es pas le seul. Et donc la prochaine fois que vous venez, il se trouve que moi, je suis en contact avec des gens qui ne bossent qu'avec ces publics-là. C'est absolument passionnant. Et donc je vais leur demander très précisément. Tu vois, l'ensemble des procédures, etc. et tout, tu auras tout, Aziz, pour comprendre ce qui se passe. Excuse-moi, moi je suis resté sur un mode très basique. Je recrute quelqu'un, je lui demande sa carte d'identité, une copie de sa sécurité sociale, etc. Sa carte d'identité, je suis pas sûr que tu lui demandes sa carte d'identité. Une pièce d'identité. Oui, tu lui demandes sa pièce d'identité s'il file son passeport marocain. D'accord, mais avec ça, s'il y a Et un titre de séjour provisoire. Ah, oui, un titre provisoire, avec une autorisation de travailler. Non. C'est pas écrit dessus, de toute façon. Je ne sais pas ce que tu as le droit de lui demander. C'est titre de séjour avec autorisation. Je ne sais pas ce que tu as le droit de lui demander. Bon, mais attends. Ça passe au-dessus, quoi. Non. C'est surtout comment tu produis une fiche. Moi, ce qui m'épate aujourd'hui, les bras m'en tombent, c'est comment tu produis une fiche de paye pour et avec un sans-papier. Très simplement. C'est pas le plus grave, parce que l'entreprise, elle peut produire une fiche de paye. Là où je rejoins ce qui t'a surpris, c'est que cette fiche de paye va donc naturellement déclarer le mec aux URSSAF, à la Sécu, etc. Et il sera prélevé. Et parce que c'est pas. Et il va payer des impôts. Non, mais c'est pas dans Aziz, c'est tout simplement parce que c'est pas dans la DUE, la déclaration unique d'embauche. Quand tu embauches un salarié, tu dois faire la DUE à l'entrée du collaborateur. Tu dois rentrer son nom, son prénom, sa date de naissance, où il est né, etc. C'est pas marqué autorisation de permis de travail. Donc à partir du moment où tu as fait ta DUE, derrière, tout est enclenché, si tu veux. Et donc tu délivres. Nicolas, c'est toute l'hypocrisie, je le dis Mais oui, avec ironie, c'est toute l'hypocrisie. Bien sûr que c'est hypocrite. On a besoin de cette main-d'œuvre, voilà. Et en même temps, on la laisse entre deux eaux. Et ça fait des scandales. Et là, LR, ils sont pas très honnêtes sur le sujet. Écoute, en tout cas, ça se fera pas. Voilà. Parce que tu avais très justement. Non, parce que là, on ne parle pas de cette immigration dont on nous rabat les oreilles à l'extrême droite en disant ils viennent dans nos campagnes, ils bouffent nos allocs. Non, là, on parle de gens qui bossent. Oui. On parle de gens qui bossent et qui, pour pouvoir justifier de devenir, entre guillemets, français, que ce soit sur un temps, s'ils choisissent un titre de séjour ou autre, il faut qu'ils attendent 3 ans, 8 fiches de paye. Il n'en revient pas. Non, mais attends, mais je me mets à la place du chef d'entreprise. Donc, du coup, je suis sans papier, j'ai mes 8 fiches de paye et je vais aller dire que monsieur Dupont m'a embauché sans papier pendant 8 mois. Ouais. Et donc, sans papier, avec tes papiers d'origine. Non, mais monsieur Dupont, chef d'entreprise, il est en infraction, il a fait du travail illégal. Non, il n'est pas en infraction. Non, il n'est pas en infraction. Et jusqu'à maintenant, il est d'autant plus pas en infraction. J'espère. Le gars, il n'a pas de titre de séjour. Non, vas-y, on t'explique. Après, tu va en penses que tu préparer veux. le dossier. Il n'est pas en infraction. Il est d'autant plus pas en infraction que pour la régularisation, jusqu'à présent, pour la régularisation du sans-papier qui avait, je ne sais plus combien, c'est plus de fiches de paie, et je sais que c'est 50 présentes en France, il devait avoir aussi une demande de son chef d'entreprise. Donc non seulement il n'est pas en infraction, mais on lui demande, si tu veux, de régulariser son propre trafic d'une certaine manière. Là, le système fera en sorte, de manière un peu plus logique, de ne pas lier le sans-papier avec son chef d'entreprise. En gros, si le chef d'entreprise ne voulait pas, et voulait le maintenir dans ce système, parce que ça l'arrangeait de le maintenir dans ce système, parce qu'il était un peu pieds et poings liés, il pouvait lui refuser sa régularisation d'une certaine manière, le chef d'entreprise. Voilà, sans doute. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Il n'y aura plus besoin d'avoir une demande précise d'un chef d'entreprise. Il suffira juste d'avoir ces 8 fiches de paie et ces 3 ans de présence en France. Vous êtes sûr que ce système, c'est en France? Oui, mon vieux. Oui. Bien sûr. D'accord. Très bien. C'est un peu comme avec le fisc français. Souviens-toi, à un moment, pour rapatrier nos exilés fiscaux, on a dit, bon, vous avez peut-être fraudé pendant quelques années, vous êtes parti, etc. Mais si vous revenez, vous redéclarez auprès de Bercy que vous revenez en France, on fait table rase, on oublie ce qui s'est passé. Ils avaient appelé ça la cellule de dégrisement. Non, c'est pas table rase, on fera un petit compromis. Voilà. C'est pas table rase. Cellule de dégrisement. Mais c'était... Non, mais c'est ça, voilà. Bon, voilà. Non, mais on est champion, hein.
Ah non, ça, c'est Je suis sidéré surpris que, d'expliquer un truc ouais, comme ouais. ça Et c'est- à et Aziz c'est- Seni qui travaille dans les banlieues, très- quartier Ah ouais. d'affaires, C'est- depuis c'est- combien de temps, mon cher Ouais, Aziz? ça fait 30 ans. 20 ans, et Dieu sait, Et et ça je vais fait pas tout 20 raconter, ans parce que tu- qu'on est tous Sinon, des entrepreneurs, on aurait un bouquin d'anecdotes à raconter, mais des clandestins et des gens qui n'ont pas de papier, qui sont venus me voir pour travailler, Et des gens super. Et des gens bien, mais comment tu veux que je t'embauche sans une carte de séjour? C'est infaisable. Allez, on va marquer la pause. Pour le Père Noël, t'es au courant, Aziz? Il existe. Non. Allez, on marque une pause. On repart. Donc, résistance économique. Stéphane, c'est toi qui voulais saluer. Donc, le FMI, on en a fait quasiment une émission au cours de cette semaine. Le FMI parle de résultats positifs inattendus, en commentant donc les dernières statistiques macroéconomiques. Donc la zone euro qui échappe à la récession, la France qui confirme sa croissance 2022 à 2,6%. Alors après, pour 2023, je vous renvoie à l'émission qu'on a faite avec Denis Ferrand, avec Flavien Neuvy, avec Erwan Tison. On est entre 0,1 et 1%. Certains économistes sont plus optimistes que d'autres. On a une conso qui tient à peu près, moins 0,9% sur le dernier trimestre. Recul de la production industrielle aussi très limité. Moins 0,5% sur le T4, sur le quatrième trimestre, alors qu'on était vraiment au cœur de la crise énergétique. J'aime bien, tiens, on va montrer, c'est une image, c'est un sondage donc voilà, c'est ça exactement, des chambres de commerce. Donc la CCI, c'est un sondage, je crois, mensuel ou trimestriel qu'ils font avec Opinionway. Et j'aime bien ça. Donc 35% des chefs d'entreprise, c'est très bien en ce moment. 26% des chefs d'entreprise, ce sera mieux demain. Et tu n'as que 39% des chefs d'entreprise qui trouvent que leur situation se dégrade et que c'était mieux hier. Mais tu as quand même un sacré beau volontarisme majoritaire, tu vois, 61%. À dire, ouais, ça roule, quoi. Mon idée principale de te soumettre ce sujet est partie de ça. De ce sondage de CCI, là. Ouais. J'ai entendu quelqu'un qui, justement, comme tu viens de le faire de façon très simple, décliner finalement l'état d'esprit des chefs d'entreprise. Et rien de mieux, je trouve, que les chambres de commerce pour remonter ça, parce qu'ils ne voient pas forcément que les grands chefs d'esprit, les chefs d'entreprise, pardon, qui sont internationalisés. Ils voient tout le monde. Ouais, oui, c'est ça. Là, d'abord, globalement, on voit que les entrepreneurs en France restent quand même toujours positifs, que ce soit pour le présent ou pour l'avenir. Tant mieux, parce que si on n'est pas positif pour le présent et pour l'avenir, quand on est chef d'entreprise, c'est compliqué. Il y a toujours la petite forme de résistance. C'était mieux avant, mais je crois qu'on l'est tous sur plein de sujets. Voilà. Et puis, moi, entre le moment où on en a parlé tous les deux, Stéphane, et là, je me dis maintenant, la question, c'est super, parce que finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Évidemment, on n'a pas tout vu. 2023, à mon avis, il va y avoir des petits moments qui vont être pas si simples que ça à traverser. Mais qu'on soit sur des chiffres très macro, inflation, taux de croissance, etc., ou qu'on soit dans la sensation de la vie des gens, je me méfie un peu parce que je trouve que dernièrement, beaucoup de décisions ont été prises peut-être de façon un peu rapide. Je ne veux pas rentrer dans une discussion macroéconomique, mais ça me concerne, moi, dans le placement. Par exemple, l'augmentation du livret A. Tiens, je voulais qu'on en parle. Alors vas-y. Toutes ces couvertures, le plafonnement du coût de l'électricité en France par rapport à nos voisins qui ont accepté, eux... Mais le livret A, camarade, le livret A, c'est une formule mathématique, pour le coup. Alors c'est le seul truc Bien sûr, qui ne soit pas politiquement piloté. C'est évidemment... Mais oui, c'est une formule. Elle a même été ralentie, en fait, par la Banque de France. Oui, mais ce que je veux dire... Mais c'est pas politiquement piloté, le livret A. Ah non, t'as pas le droit de le dire, non. Je ne le dis pas. Ah ben non, tu peux pas. Je regarde la caméra et les gens verront où je le pense. C'est évidemment dans un sens comme dans un autre, puisque le livret A, quand il a atteint 0,75 et qu'il est remonté à 1, Bercy et Villeroy de Galhau, donc Banque de France, c'était chauffé très grave. Bien sûr. Pour des questions politiques, Villeroy de Galhau, banquier, disait c'est 0,5. Oui. Bon, l'État a dit non, on reste à 1, parce qu'en fait, psychologiquement, on ne peut pas vers 0,5. Mais là, en l'occurrence, les trois... Ils sont en dessous. Non, mais attends, il faut le dire. C'est vrai que c'est une vitesse de hausse jamais constatée dans l'histoire du livret A. Mais parce que les taux d'intérêt, c'est que tu vois le choc de taux. Très bien. Point à la ligne, il est incarné là-dedans. Je disais juste, je partais. Il devrait être à 3,5 sur ce sujet. Je partais sur un côté un peu positif, et puis je me suis dit alors attention là maintenant, parce que sur certains marqueurs de mon quotidien et du quotidien de mes clients, je me dis attention là, on se rebascule à du 3 ou du 3,5, ce qui est logique. Je partage l'idée. Ce sera 3,5 en août. Attention, est-ce qu'il ne va pas y avoir trop d'épargne des Français à ce moment-là, et on ne va pas du tout servir l'idée, parce que le fonds euro en face, qui devrait être finalement
l'outil à comparer avec le livret A, lui, il est un peu en retard parce qu'il y a une inertie énorme dans la remontée des taux. Oh, il est Il y a même quoi, pas. entre un 8 et Le 2, meilleur sort à 2,60, mais parce que dans le contrat d'assurance vie, tu vas mettre une partie de risque. Hors Mais frais, sans 2,60 hors frais. 2,60 net de frais Net de de frais. gestion. Après, la fiscalité, elle est scalée. Oui, mais net de frais de Donc gestion. il faudra tout de suite enlever les prélèvements sociaux, parce que dans un contrat d'assurance vie, les prélèvements sociaux sont tout de suite enlevés. Mais voilà, ça reste des contrats d'assurance, ça reste quand même des fonds euros intéressants, 2 fois inférieurs à l'inflation, donc ça fait pas rêver. Mais tu vois, à produit équivalent, on a quand même un qui finance la dette pour une grosse partie, le fonds euro, l'autre. Il donne de l'argent à la Caisse des dépôts en partie finance pour le faire logement du social. financement social. Et on ne sait plus trop vraiment dans quelle mesure c'est pratiqué. Dans les deux cas, c'est ces épargnes-là qui ne sont pas très productives qui vont être évidemment mises en avant. Et ça fait partie des différents sujets où je me suis dit, finalement, c'est pas si terrible que ça. Et à la française, on a sans doute raison. On sécurise, on protège la demande, on protège le citoyen, le particulier, le contribuable, ses moyens de payer. Et en fait, peut-être qu'on s'est remis quelques barrières. Voilà. Évidemment, de passer à plus 15 sur l'énergie, sur l'électricité, plutôt qu'à plus 108%, au quotidien, ça va être sympa. Bon, le trou que ça va créer derrière, si ça dure pas très longtemps, finalement, cette hausse, est-ce qu'on n'aurait pas dû accepter comme les Hollandais, comme les Allemands? Ah oui. Bah oui, mais parce qu'en fait, ça nous oblige pas à Surtout, ça nous faire a coûté 100 milliards, quoi. Oui, puis Stéphane, toute la journée, Surtout ça. toute la journée, on nous dit baisser le chauffage. Enfin, je sais pas ce que vous faites chez vous, mais on baisse tous le chauffage. Dans les bureaux, on éteint toutes les lumières. Enfin, maintenant, moi, je fais partie d'un. Où tu veux en venir, Je veux juste Stéphane en venir que positif pour 2023, finalement, enfin moins négatif. Mais attention, c'est peut-être là qu'il faut être vigilant sur toutes ces barrières, tous ces mécanismes qui finalement ont été mis en place en imaginant que ça allait être pire. D'accord. Il faudrait pas les laisser trop D'accord, longtemps on a compris. si ça n'est D'accord. pas si pire que ça. Parfait. Je voulais rester positif pour autant. Oh, ils sont mouchés. Pas de commentaires. Non, Non, tu ça parlais. les a éteints, les gars. Complètement. Non, pas- Aziz, il est en train de réfléchir. Comment, mais une fiche de paye, c'est pas possible. Mais comment ça? Mais Quand tu Oui, regardes vas-y, j'ai Stéphane. une question pour toi, Stéphane. Quand tu regardes la croissance du PIB entre 2019 et 2022, et que tu regardes les déficits publics qu'on a générés sur cette même période, ouais. j'ai fait un petit calcul. C'est que pour générer 1 euro de croissance, on a en gros dépensé 3,60 € Ouais. d'argent public. J'allais te dire. Sur combien de temps tu as fait le calcul? 3 ans, 2019-2022. Pour générer 1 euro de croissance, on a dépensé 3,60 € d'argent public. Ouais, mais il faudrait que tu enlèves le confinement. Parce Exactement. Que c'est- Dans la dépense Alors, publique, il faut enlever la Les dépense 189. d'urgence. Ok. faudrait que tu le fasses sur 2021, 2000. Ouais. Oui, mais Il faudra enlever l'année 2020, quoi. Je partage parfaitement ton avis, et D'accord. surtout a fortiori c'est aujourd'hui. intéressant. Mais parce qu'il Et donc, pouvait toi, faire. tu continues à penser qu'on a payé trop cher l'ensemble de cette histoire. Mais c'est dur le fine-tuning. Non, je parle surtout. Alors, je fais la distinction quand même entre la crise Covid, la gestion, etc., qui était nécessaire, mais c'est surtout ce qui est très inquiétant. Et C'est la on le voit poursuite du quoi qu'il en coûte derrière. C'est la poursuite du quoi qu'il en coûte dans tous les domaines et surtout des non-réformes structurelles et de la dépense qui s'accélère. Sachant 156 milliards d'euros de déficit cette année. Il n'y a plus énormément de... 151, Oui, enfin bon. c'est la bonne nouvelle. Oui, 150. 151 milliards d'euros de C'est déficit. l'épaisseur du trait, Stéphane. 20 milliards d'euros de mieux qu'anticipé. Mais oui, puis c'est surtout qu'on fait un peu de cavalerie, parce qu'en fait, notamment les 10 milliards de la renationalisation d'EDF, on les comptera l'année prochaine. Voilà. Ouais. Et ça, alors, tu vois, alors ça me sidère, tu vois, Aziz. Je lisais là ce matin dans les Échos, les chèques, le chèque bois, les chèques qui sont distribués en ce moment, ils ne sont pas décaissés, ils ne sont pas comptabilisés, ils seront comptabilisés l'année prochaine. Ah bah. Là, pour le coup, qu'un chef d'entreprise fasse ça, je comprends parfaitement. Tu regardes ta trésorerie en fonction des impôts que tu as à payer et tout. Mais que la comptabilité publique fasse ça, alors là, ça. C'est vrai. Ouais, Et ça me attends, sidère. et Aziz, ceux qui sont en situation irrégulière mais qui ont une fiche de paye vont pouvoir en bénéficier. Il n'arrive pas à s'en remettre. mais Il n'arrive pas à s'en remettre, j'adore. Nicolas, juste pour dire un truc un tout petit peu sérieux sur ce que marrer. tu disais. Ouais. Le quoi qu'il en coûte, il faut que les gens en aient conscience, parce que nous, on observe beaucoup, et en particulier l'année 2022 a été très compliquée sur les marchés financiers, mais elle a été encore pire sur les marchés obligataires. On va Et pas faire donc technique. Non, et donc Bah, le quoi qu'il en coûte, là, en ce moment, il coûte de plus en plus cher. Donc, à la limite, le quoi qu'il en coûte, en 2020, on était encore sur une possibilité pour la France d'emprunter. Elle avait des créanciers qui étaient très ouverts à financer. Ça lui coûtait très peu cher. Et là, plus le temps avance, et plus on fait ce genre de démarche, les 5 milliards sur le trait, aujourd'hui, c'est plus les 5 milliards de 2019. Donc, il faut attirer l'attention des gens. C'est là où je disais, attention, parce que toutes ces barrières-là, maintenant qu'on est dans un système inflationniste de taux remontés,
ça va plus être la même sur la note. Oui. Alors qu'on laisse des dettes. Ça reste très raisonnable quand même. Oui, mais ce que je veux dire, À un moment, on a touché les 3%, on est redescendu un peu en dessous. Non, mais si tu laisses des Attendez, dettes. pas tous en même temps. Vas-y. Non, juste sur tes 3 euros là, et des brouettes que tu calculais, tu as fait la cote-part entre le fonctionnement et l'investissement? Mais l'investissement, c'est ridicule. Tiens, on va te montrer. C'est ridicule. Je vais demander à la régie. L'investissement, tu vas le voir au niveau de la courbe, c'est ridicule. Mais on va le montrer. C'est les je pense dépenses de qu'on fonctionnement qui coûtent une fortune. je pense qu'on peut voir, ou on va voir, Faut le deviner. ça c'est le graphe de l'INSEE. Alors c'est un graphe que l'INSEE a produit devant le Conseil national de la refondation. Voilà, donc tu vois là, en fait, l'investissement, c'est la courbe rouge, tu vois, tout en bas, Aziz, voilà, tu vois où elle en est. La courbe jaune, donc c'est le service de la dette. Le bleu, c'est les dépenses de fonctionnement, donc c'est quand même assez, tout ça est assez bien tenu, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, il faudrait que ça décroisse. Et en haut, c'est frais de transfert et prestations sociales, voilà. Alors, Et donc c'est ça aujourd'hui qui nourrit, donc c'est exactement le ce que je résultat dis. de la politique Covid, hein, évidemment. Frais de transfert, prestations sociales, c'est là où tu vois. donc, retenez le chiffre. Pour 1 euro de croissance, c'est 3,60 € d'argent public pour financer ces 7 euros. Et sachant que, effectivement, tu as raison Stéphane, elle va légèrement monter, mais la courbe jaune, là, qui est effectivement complètement au tapis, celle des intérêts de la dette, elle va mécaniquement monter. Voilà. Il Mais, faut se méfier. un truc qui est quand même formidable, moi. Donc, jamais l'impôt sur les sociétés n'avait été aussi bas. Jamais il n'a rapporté autant. C'est pas beau, ça, monsieur le libéral? Ah bah C'est sublime. Voilà. C'est sublime. Merci monsieur Laffaire. Donc on a dépassé on a dépassé théorie. les 60 milliards d'euros de rendement de l'impôt sur les sociétés, nous a dit Gabriel Attal, alors que on est redescendu À 25%. globalement à un taux de 25%, Cette année. qui est un taux historiquement bas pour la France. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, Formidable. vous connaissez, je suis globalement assez critique sur notre président de la République. Je vais lui accorder un bon point de ce point de vue-là. C'est qu'il est vrai que depuis 7-8 ans, on a, pour la première fois et depuis très longtemps, une vraie stabilité. Et moi, en tant qu'entrepreneur, il y a eu des engagements qui ont été pris dès l'origine où on était à 33 un tiers. On a pris un engagement de revenir dans la moyenne européenne dans une échelle de temps de 5 à 6 ans pour tomber à 25%. Le calendrier a été tenu, il a été respecté et tout ceci contribue à générer une forme de confiance et de stabilité pour les entrepreneurs. Et ça, je reconnais, c'est une très bonne chose. Non mais c'est fondamental. Sur ce côté dépenses publiques, Aziz, tu voulais, alors on va voir un autre graphe que tu as été chercher, tu me disais c'était dans le journal du dimanche, JDD, oui. donc où on voit les différentes dépenses par poste. Donc l'idée c'est estimation de la répartition de 1 000 € de dépenses publiques en France en 2022. Donc voilà, c'est ça, 262 € pour les retraites, 205 pour l'assurance maladie, 97 pour l'éducation, etc. etc. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau, tiens, je te le donne. Non, il n'y a rien de nouveau, mais il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Pour sensibiliser, susciter le débat sur quelle société on veut. Moi, par exemple, de voir que l'éducation est à 97 €, Ouais, en pourcentage, ça fait un petit peu moins de 10%. ouais, Je me dis que c'est pas beaucoup. d'accord. Je me dis qu'investir pour l'avenir, c'est. J'ai presque eu envie de dire que il y avait des priorités pour le passé. Je vais provoquer un tollé. Hein. On met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. Nos retraités, il faut s'en occuper évidemment, mais budgétairement, les choix qui sont faits, ils sont très peu orientés sur l'avenir. Le soutien à l'économie. C'est là où j'aime pas c'est là où je te le dis très franchement, j'aime pas ce graphe parce qu'en fait on mélange les torchons et les serviettes. Les retraites, c'est du salaire différé, c'est de la cotisation, c'est de la dépense publique au sens, pardon de le dire comme ça, maastrichtien effectivement, mais c'est pas de la dépense publique qui est affectée chaque année. Elle obéit à une règle, alors qui en ce moment peut être en train d'évoluer, mais c'est pas de la dépense publique affectée chaque année, à la différence des différents budgets, tu vois, qui sont mélangés et qui sont, certains sont nourris par nos impôts, d'autres sont nourris par nos cotisations. C'est pas la même chose. Quand il y a des déficits sur des systèmes, faut bien que quelqu'un les paye. Oui, Donc, Mais tu peux pas prendre. Et ça, alors, tu ne peux pas prendre, oui, ça je comprends. par exemple, du budget de la CNAV pour aller le mettre sur l'éducation. Bon. Tu ne peux pas faire ça. Ce que tu peux faire, c'est un système de retraite mieux équilibré
et donc baisser les cotisations retraite et permettre à ce moment-là d'augmenter soit les impôts, soit la CSG, ce que tu veux. Voilà. En l'occurrence, là, on baisse même pas les cotisations retraite. Mais voilà, tu peux pas. Si tu veux, c'est là où ce tableau me gêne un peu. Je comprends, c'est pédagogique, mais ça me gêne un peu. Il y a les grandes familles et c'est surtout l'orientation. Mais par exemple, on parle des retraites. C'est un problème démographique, c'est un problème de natalité. Mettre 39 € sur 1000 € sur ces questions-là, je trouve ça aberrant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas une priorité. Ce que ça veut dire, c'est que quand je mets 7 € sur 1000 dans le système judiciaire, c'est que nous, chefs d'entreprise, quand on a des soucis, c'est pas la priorité. Il faut pas s'étonner ensuite que les dossiers s'empilent, qu'on n'a pas le temps, que c'est des procédures à la traîne, etc. Donc le sujet, en fait, avec ces grandes orientations, et je suis sûr qu'il est perfectible, c'est de se dire quelle société on veut. Moi, quand j'ai publié ça sur mon LinkedIn, c'était surtout pour susciter le débat et dire qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et moi, ce qui m'a choqué, la première chose qui m'a choqué, enfin qui m'a marqué en lisant ça, c'est l'orientation où on met plus d'argent pour le passé que pour l'avenir. On n'investit pas pour l'avenir. Oui, en regardant ces grands postes, on n'investit pas pour l'avenir. D'accord. Si je peux me permettre, je vais compléter ce que dit Stéphane. Et je suis assez d'accord, j'aime pas trop ce tableau à cause de ça. C'est vrai dans une situation donnée quand tu dis pour l'avenir. Le problème, c'est que si tu prends cette même photo il y a 30 ans, nous qui avons 45, 46 ans, tu avais 4 actifs pour un inactif. Donc forcément, ton coût de retraite aujourd'hui, en 2022, il est beaucoup plus cher qu'il ne l'était il y a 40 ans, puisque tu n'as pas le même nombre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire pour moi très attention au niveau des chiffres. Paradoxalement, toujours, ouais. Alors sur l'enseignement, paradoxalement, les 10% dans l'absolu, tu peux dire c'est pas assez. Moi, ils me surprennent en fait. Je ne pensais pas que c'était autant. C'est le seul chiffre qui m'a intéressé parce qu'il agrège en fait, et là pour le coup il est bien fait, il agrège enseignement scolaire, enseignement supérieur, peut-être même un petit peu de recherche, enfin voilà. Oui. Et donc en fait, il est supérieur à ce que je pensais. Il est supérieur même, j'avais regardé une autre étude, mais ce n'est pas tout à fait la même comparaison, on est même plutôt au-dessus de beaucoup de pays. Le vrai sujet, il n'est pas là sur les 100 €. C'est que dans les 100 €, tu en as 38 € qui vont pour payer les fonctions support de l'éducation nationale, ouais. Et tu n'en as que 62 qui vont sur les profs. Attends, ensuite, il faut rentrer dans le détail, sont à seulement 18 € sur les 100 €. Il est là le vrai sujet. C'est comment tu dépenses mieux ton argent public. C'est pas qu'une question de montant, c'est une question de... L'objectif était vraiment de susciter, et je n'ai pas été regarder comment était structuré le tableau, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les grandes lignes, et je suis ravi qu'on puisse susciter le débat ici aussi, c'est de dire que... Bon, il y a un chiffre sur l'éducation, mais prends-en un autre. Comment tu veux régler le problème du chômage ? Enfin, aujourd'hui, il est en train de se régler. Mais quand tu mets 27 € et que tu en mets 69 dans le soutien à l'économie, c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des ratios là-dedans, même si le tableau est à la marge, etc. Ouais. etc. C'est juste les orientations. C'est encore une fois la question... Le soutien à l'économie, c'est aussi une manière de lutter contre le chômage. Mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. T'en mets 69 et 27... Quelque part, il faudrait les cumuler, quoi. Ouais. Bon. Les ratios sont assez surprenants. Non, mais j'aime bien ton idée, et c'est on en a déjà parlé ici, on va pas refaire le débat. Hein. Le cœur de la réforme des retraites, c'est on n'investit pas pour l'avenir, on protège le passé, on ne demande aucun effort aux retraités. Et oui, effectivement, là, je suis assez d'accord, il y a un sujet. Oui, Stéphane ? Non, c'était juste pour ce que je voulais faire. Ton intéressant. Voilà, tout à fait, prendre un peu la parole, tu sais combien j'aime ça. Moi, j'ai juste... Le truc qui m'a fait sourire et là qui me ressaute aux yeux, c'est juste... Je vais faire le financier de service. Hein. La charge de la dette qui représente 40 €. Ouais. Et qui donc est supérieure à la charge de la famille, donc de la politique de la famille. C'est pas du tout un truc important, la politique de la famille, hein, évidemment. Et ce qui est, bon, n'y voyez pas du tout de prosélytisme quelconque. Si tu cumules justice et sécurité, t'es 10 € de moins que la charge de dette. Et c'est fondamentalement sur les 30 ou 40 dernières années ce qui a changé. C'est que, et dans un monde, j'ai envie de dire, libéral comme le mien, où la propriété, la responsabilité et la sécurité d'un individu font partie, je ne parle pas de sécurité militaire et police, voilà, de pouvoir vivre dans un monde où tu peux travailler correctement, avoir ta... Voilà, ça commence à être... C'est un peu caricatural, mais je comprends à dire ça. Il y a des choses qui sautent aux yeux quand même. Tu vois, l'année prochaine ou dans 2 ans, la charge de la dette sera le premier
Premier budget de l'État. Voilà. Ouais. Ce sera le premier poste de fonctionnement de Parle de l'État. quoi Pour l'instant, c'est encore... 70 milliards, 80 milliards par an? je sais pas, on verra. Pour l'instant, on est en dessous. On est à 40-45. J'ai plus le chiffre exact en tête. Bah, c'est ça, c'est 4 Voilà, euros. Ils c'est disent. 40, Oui, voilà, c'est c'est- ça, c'est ça. C'est c'est- En 40-45. 2027... L'éducation nationale, on verra où en sont les taux d'intérêt. Et puis, tu sais, c'est compliqué parce qu'il y en a qui sont indexés sur l'inflation. Enfin bref. L'éducation nationale, le budget doit être à 54 milliards, Ouais. si je ne m'abuse. 54-55. Voilà, et donc on va. Alors, la défense va connaître une belle augmentation, mais le service de la dette va passer devant. Service à la dette, mais on n'a pas de visibilité. Encore une fois, je vais te parler d'avenir. La dette se rembourse par trois façons: de la croissance, de l'impôt ou de l'économie sur le fonctionnement. J'ai aucune visibilité sur les trois. On ne me donne pas la vision pour pouvoir répondre à la question comment. Pourquoi on ne peut pas gouverner, c'est pas prévoir. Oui. Une formule, ça. Non, c'est pas une formule, Tu c'est peux un pas métier. tu peux pas donner. Alors, sur les impôts, t'en as de la visibilité. Ah oui, ça. Voilà. Sur de la dépense, t'en as. T'en as pas plus. Non, ce que disait. Sur la colonne charge, tu as. Sur Non, la colonne mais- croissance, chiffre d'affaires, non, t'as Ce pas. que disait Nicolas, voilà. Sur les impôts, tu as une grande stabilité, il faut bien le reconnaître. Moi, il y a un ratio qui sera Après, sur la intéressant. croissance, bah oui, tu fais ils font des plans sur la comète, tu les as, hein, si tu vas voir la loi organique de loi de finances, donc la prévision sur 5 ans qui est envoyée à Bruxelles, tu vas voir, mais qu'est-ce que tu veux d'autre, enfin? Qu'est-ce que je veux d'autre? De l'action. Une boule de du concret, cristal c'est ce que tu dis aux entrepreneurs quand ils font des business plans? Tu leur dis c'est de la boule de cristal? Il est bizarre des fois quand il part dans des... C'est trucs tout comme à ça. l'heure, il a été perturbé. Non, mais en revanche, ce que disait Nicolas sur pour avoir un point de facteur croissance, il exogène, fallait c'est quand même 3,5 fois ça. Pour financer 1 euro de croissance, il faut 3,60 € d'argent public. Ce sera la vraie question parce que finalement, Mais pas ta main dans même la si bouche. la charge de la dette arrive à devenir le premier pôle de dépenses de l'État quelque part, c'est pas grave si c'est de la dette intelligente. Bien sûr. Et c'est dans ton Bon. découpage, il faut aller voir cette dette-là. Allez, quelques chiffres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui m'ont intéressé là pour finir la semaine. On n'est pas obligé de commenter. Vous me dites si vous voulez dire quelque chose, mais dans les dernières minutes là, ExxonMobil a dégagé un bénéfice. Oui, mais c'est un historique. Jamais une compagnie pétrolière n'avait dégagé. Alors, on laisse de côté Aramco, hein, parce que la compagnie saoudienne, les comptes deviennent publics, mais ils l'ont pas été. 55 milliards de bénéfices, hein, attention, de bénéfices. Avant ou après impôt? Après impôt, Ça c'est dépend le du bénéfice pays. net, c'est après impôt. Après impôt. C'est une boutade. Bon. 10 milliards d'euros au-dessus du précédent record de 2008. 33 milliards de dollars de plus qu'en 2021. Voilà. Chiffre d'affaires en hausse de 45%. Bravo eux. Et le patron d'Exxon a dit, parce qu'aux États-Unis aussi quand même, on commence à avoir des comportements un peu français, à dire « Oh, mais c'est beaucoup trop d'argent, mais vous avez saigné le sang des Américains, mais il ne faut pas donner de dividendes ». Et il a répondu « Les retraités américains attendent le dividende d'ExxonMobil Bah, tu parles. Et ce qui est vrai, ce qui est assez on en parlait tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, tout le monde râlait sur le prix de l'essence parce qu'on atteignait les 1,90 €, 2 € avec les fameux 30 centimes donnés par Total, donnés par l'État, on était revenus. Vous remarquerez que maintenant, là, on est tous à 2 €, hein. Vous circulez, on le voit. Et alors, là où je m'étonne, c'est que j'ai l'impression que ça râle pas beaucoup. Bah, heureusement, à un moment quand même, Non, c'est revenu, c'est la normalité, on s'adapte. on s'adapte. Ça s'appelle la Donc- résignation aussi parfois. Mon flou, je roule en Les VTC, donc nouveau tarif au 1er février. Ah, La course minimum, donc je ne sais pas comment tu appelles ça. Pour un VTC déclaré. Pour un Comment t'appelles ça, la charge, enfin, enfin, bon, bref, La la course course minimum, minimum, ouais, voilà. c'est ça. Tu peux pas payer moins de 9 €, 7,65 € plus rémunération de la plateforme, contre 7,30 € course minimum pour un taxi. Tout ça pour ça, voilà. Ça y est. Non, moi, j'ai un grand regret, c'est qu'à la base, le secteur du VTC devait complètement se différencier du marché des taxis par le prix, par la qualité, par le service. Ça a été amorcé comme ça. Et puis au fur et à mesure, on a un secteur qui est en train de singer, celui du taxi. Et aujourd'hui, cette symbolique du prix de la course qui dépasse ceux des taxis, pourquoi d'ailleurs, c'était l'argument de base. Le VTC s'était créé pour être moins cher que le taxi, pour pouvoir toucher une clientèle qui ne prenait pas le taxi à l'époque. Aujourd'hui, tout ça n'est plus. Donc, on va voir. Oui, mais en même temps, les taxis sont vachement montés en gamme. Enfin, les choses ont changé quand même. Oui, elles ont changé, mais si tu veux, le secteur du VTC, je le vois dans les demandes, il réclame un numerus clausus comme les taxis. Je ne sais pas si tu as vu ça, J'avais pas mais vu, au lieu de se c'est distinguer et de créer une valeur ajoutée, et de se distinguer face à ce qu'ils considèrent comme leurs concurrents, ils ont bien raison.
Ils essayent de les singer, donc in fine, moi je mais suis un peu, encore un chiffre. déçu. Encore un chiffre. La plaque taxi, donc, elle vaut aujourd'hui 160, c'est pire que le Bitcoin. Elle vaut aujourd'hui 173 000 euros contre 115 000 en 2018 et 260 000 en 2012. Donc ils étaient à 260 000. Ils sont tombés au moment vraiment de l'explosion des VTC à 115 000 et là ils sont remontés à 173 000. Il faut racheter. On achète. Il faut demander aux spécialistes de l'investissement. Je Là. n'aurais pas acheté une licence de taxi, ça, c'est sûr et certain, même si je suis typiquement un gros utilisateur de taxi, alors je les avais complètement abandonnés. Mais ça, c'est à cause de Uber, ce dont on est en train de parler. C'est l'ubérisation du système VTC qui n'a donc pas fonctionné. Parce que tu dis que aujourd'hui, le service offert par les plateformes est moins bon. Nous étions très nombreux à avoir choisi les VTC pour le service, Ouais, tout à fait. pas pour le prix. Tout à fait. Et la stratégie fondamentale d'Uber, là je le cite, du groupe Uber, a été de péter les prix en donné. Ça n'a pas marché, ça a détruit toute la volonté des boîtes qui voulaient faire du VTC proprement et des chauffeurs VTC qui ont donc leur réflexe derrière. De vouloir se franciser et donc d'avoir des avantages et de garantir un minimum. Mais la bonne Parce que nouvelle, les mecs crèvent la dalle, quoi. Attends, en vrai. mais l'excellente nouvelle, c'est que ça a mis un gros coup de pied auprès de nos taxis, qui ont, eux, à l'inverse, bien monté en gamme. Oui. C'est flagrant. On a tout raconté là-dessus, Nicolas. Et voilà. J'ai encore des chiffres à donner. Ouais. Moi, je continue à utiliser les VTC par militantisme Mais parce moi que aussi, généralement, au volant, c'est des mecs de banlieue. Donc, je continue à les faire bosser. Allez, alors un truc qui n'intéresserait peut-être que moi, mais je tiens à le dire pour ceux qui n'ont pas suivi ça, mais parce que quand même c'est un truc qui... Spotify, parce que je suis tombé de ma chaise en fait. Donc Spotify ne gagne pas d'argent et ils en perdent même énormément. Je ne savais pas. Donc c'est 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 489 millions d'utilisateurs actifs, et avec ça, tu fais quand même, monsieur le manager de transition, 430 millions d'euros de pertes. Je l'ai vu aussi. Pour 11 milliards de chiffres. Ouais. Ça veut dire... Non mais à un moment, c'est un chef d'entreprise qui m'avait dit ça, il s'était énervé, alors il n'y a que au cours de Bismarck, il dit, à un moment, il va falloir qu'on arrête les boîtes de haut de bilan pour commencer à ne plus s'intéresser qu'aux boîtes de bas de bilan. C'est-à-dire, on raconte des trucs complètement... Là, le succès de Spotify, machin... Il y en a quelques-uns qui... Mais ça veut dire qu'ils existent depuis 15 ans, ça veut dire enfin je parle sous ton contrôle Nicolas, si au bout de 15 ans tu perds encore, je veux bien la traction au début, les startups, tout ça machin, tu peux perdre de l'argent, mais à un moment même Amazon gagne de l'argent là maintenant, même Tesla gagne de l'argent. Uber n'en gagne pas, hein. Uber n'en gagne pas. Uber n'en gagne pas. C'est pas énorme, mais il a perdu 170 Mais là il en perd beaucoup, tu vois ce que je veux dire. 439 millions d'euros de pertes sur... Et donc tu apprends en fait, j'ai lu ça parce que je suis tombé de ma chaise, que visiblement cette histoire de streaming, ce modèle est structurellement en perte. Donc il va peut-être falloir qu'à un moment on change nos habitudes d'écoute à nouveau. Ouais, et il faut rajouter aussi un autre élément qui est quand même non négligeable, c'est que derrière, les artistes n'ont jamais aussi peu gagné. Ouais, mais ça... non, mais il a raison. Les artistes n'ont jamais aussi peu gagné d'argent. En fait, il n'y a plus du tout les ventes d'albums. Ouais, mais n'ont jamais aussi peu gagné par rapport à l'époque. C'était un gars qui m'avait dit ça. J'en avais marre de payer la 100e piscine de Madonna. C'est-à-dire, ils ont jamais aussi peu gagné par rapport à une époque où ils gagnaient beaucoup trop. Où ce marché n'avait aucun sens, où il était surconcentré et où on nous tondait, nous, amateurs de musique. Je suis d'accord, mais d'un côté, tu as donc les artistes qui gagnent beaucoup moins. Ouais. De l'autre côté, tu as un Spotify qui te fait quand même 11 milliards, qui a 500 millions d'utilisateurs dans le monde, ce qui est quand même colossal en termes de data. Et en même temps, ça te fait 500 millions d'euros de pertes. Ouais. Et le tout après 14 ans d'existence. Ouais. On pourrait se poser la question pour pas mal de sociétés. Mais le marché a été divisé par deux. Hein. La valeur du marché a été divisée par deux. On pourrait se poser la question sur pas mal de modèles sur les 10-15 dernières années. Je ne vais pas refaire mon vieux con, mais il y a 2-3 licornes françaises où les mecs sont tout le temps à la télé à nous expliquer des modèles. À nous, petits entrepreneurs. C'est là que je voulais en venir. Voilà, et il y en a 2-3. Moi, j'aimerais enfin, une bonne fois pour toutes, qui m'expliquent ce qu'ils gagnent, dont certains très connus qui sont là depuis 20 ans. Ça fait 5 fois qu'ils rachètent le modèle. Pour l'instant, les résultats... Il n'y en a pas. Alors, ça lève 5 millions, puis 40 millions, puis 180 millions, puis 800. Et là, bravo, t'es une... C'est là où c'est irrationnel. C'est là où c'est irrationnel. Pour moi, c'est totalement irrationnel. C'est de la financiarisation. Vas-y, Aziz. Non, je dis, sur ce que dit Stéphane, c'est-à-dire ces levées de fonds successives, j'ai envie de dire qui sont ces investisseurs, quelles sont leurs raisons, parce que remettre de l'argent dans une boîte qui continuellement perd de l'argent, l'escalade de l'engagement, il est énorme. Dans le private equity, il y a des gens très cyniques qui vont te dire il faut juste pas être le dernier.
Oui. sur les opérations d'OBO ou d'LBO, et c'est le monde qui tourne comme ça. Hein. Il faut juste pas être le dernier. Ouais, mais ne Voilà. pas investir, c'est Mais mieux que Tu te refiles le mal Mythic Gris. Ouais, mais tu te investir. refiles le Tu Mythic peux Gris. te retrouver aussi à être le dernier à avoir AOL qui avait une position dominante, et puis t'es le dernier, t'es content, t'as surracheté AOL, puis du jour au lendemain, bam. Mais à côté de ça, c'est messieurs, la réalité quand même. à côté de ça, il y a quand même par contre, il y a quand même eu des succès. On vient de les citer tout à l'heure. Tu as Amazon et Tesla qui ont perdu énormément d'argent pendant un paquet d'années et qui ont réussi à trouver leur modèle économique et aujourd'hui qui sont des entreprises très rentables. On est d'accord. 12 milliards de bénéfices pour Tesla. Marge opérationnelle, c'est surtout ça. Hein. 16,8% pour l'automobile, c'est des marges bah, opérationnelles du luxe. évidemment. C'est quoi un truc de dingue. Ouais, c'est le luxe, quoi. Hein. Ouais, c'est le luxe. Stellantis, c'est ce c'est qui assez fait. haut aussi, mais... LVMH fait 14 milliards de résultats. Et le chiffre, je le citais hier, le Ou chiffre 17%. le plus intéressant pour moi sur Tesla, parce que on a peut-être enterré Tesla trop vite, on a peut-être enterré aussi la Chine trop vite. 52% de la production de Tesla sort de l'usine de Shanghai. 52%. 52% Une sur deux, qui sort plus de d'une sur Chine. deux. Plus d'une sur deux maintenant qui sort de Chine. Personne n'a enterré Tesla, même si tout le monde avait des inquiétudes il y a un mois sur la personnalité d'Elon Musk et sur le chahut en bourse. Je vous l'avais dit sur ce plateau, il n'y avait pas que Tesla qui avait pris une gifle en bourse sur les mois en 2022 et sur la rentrée. Toutes les entreprises très tech qui mêlent intelligence artificielle et vieille industrie, elles ont toutes pris très très cher en 2022. Ouais, On a des fonds d'intelligence artificielle à moins de 70%. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que le marché, les clients de Tesla, manifestement, distinguent le bonhomme, le personnage, du produit. Et On verra, parce que vendu. ça, c'est les résultats 2022. Ouais. Le 4e trimestre 2023, pour la première fois, la production est supérieure aux ventes. C'est ce qu'on se disait. Il y a des stocks. Et donc, c'est 2023 qui nous dira si effectivement, et je pense, je suis d'accord avec toi Aziz, c'est une question très intéressante, si pour la première fois, l'image d'un patron va être plus forte que la qualité de ses produits. Ça, c'est une... Ça, c'est intéressant. Ouais. Je suis pas. Eh ben, ce sera pour nos débats de l'année Voilà, prochaine. plein de débats. On a déjà un sujet pour l'année prochaine. Bon, merci à tous, les amis. Tout cela a été très sympathique. Comme d'habitude, demain donc, Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi. On parlera, tiens, d'ailleurs, parce que vous le voyez, vous pouvez le lire ce matin dans les Échos. C'est un sujet dont je parle régulièrement, puis on n'a pas vraiment de fait. Tu sais, la souffrance au travail. Alors, tout à coup, là, on nous dit que les Français souffrent au travail. Tout à coup, on nous dit... Non, l'Institut Montaigne, et Bertrand Martineau, il sera avec nous lundi, a mené une étude précise. Non, oui, il y a des gens qui souffrent au travail, très majoritairement. On ne souffre pas au travail, on est même plutôt content d'être au travail. C'est l'épanouissement, Allez, le travail. Exactement, ce sera lundi, et d'ici là, demain, Aurélie Planet. De santé.